Alors, une vidéo sur la relativité restreinte et les intervalles d'espace-temps à l'aide de la transformation de Lorentz. Donc, c'est un petit rappel que je fais. Donc, on passe d'un référentiel inertiel R à un référentiel inertiel R', euh, avec une vitesse de V, de translation rectiligne uniforme. Autrement dit, R' se déplace par rapport à R à la vitesse V qui est égale à V x chapeau étant l'axe de déplacement. V est donc algébrique. Autrement dit, on peut également dire que R se déplace par rapport à R' à la vitesse moins V. Voilà. Donc, je rappelle ici simplement donc la transformation de Lorentz qui permet de passer d'un jeu de coordonnées spatio-temporelles à un autre, autrement dit, et d'exprimer donc les nouvelles coordonnées x', y', z', t', du nouveau référentiel inertiel en translation rectiligne par rapport au premier, donc en fonction donc de la vitesse de déplacement de l'objet, d'accord, étant convenu que toutes ces transformations de Lorentz ont été construites même de manière à laisser les équations de Maxwell invariantes, inchangées. Hein, voilà, donc on a x' qui est égal à x moins vt sur racine de 1 moins v carré sur c carré, y' qui est égal à y, z' qui est égal à z, donc autrement dit y' et z' restent inchangés, hein, puisqu'on est en mouvement de translation rectiligne uniforme, et la grande nouveauté c'est t', le temps ici varie, hein, on n'a pas la même coordonnée spatio-temporelle, t' est égal à t moins v sur c carré x sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Donc on peut passer également, je l'ai mis en bleu, donc de R' à R en effectuant le changement algébrique, V devient moins V. Hein, voilà. Et donc on a x égale x' plus vt sur racine de 1 moins v carré sur c carré, etc. etc. Une nouvelle coordonnée de t. Alors, on va utiliser une notation qui va être très utile par la suite. On va poser bêta égale à v sur c, et gamma est égal à 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Autrement dit, c'est égal à 1 sur racine de 1 moins bêta au carré. D'accord ? Alors, remarque, la transformée de Lorentz est une transformation linéaire. Donc, c'est une transformation, bon, malgré le radical qui a ici la racine carrée au dénominateur, on a une transformation du type x' est égal à x plus by, y' égale cx plus dy, avec a, b, c, d constantes. Hein. Donc, ceci fait qu'elle est valable pour des intervalles. Donc, petite parenthèse ici, le gamma, je l'ai noté en minuscule, mais selon les auteurs, ça peut être un gamma majuscule. Voilà. Donc, valable pour les intervalles, lorsque on considère par exemple deux événements qui ont lieu dans le repère R et qui sont caractérisés par CT1 et R1, on peut caractériser ce même événement dans le repère R' par CT1' et R1', d'accord? De même, le deuxième événement qu'on va considérer sur R, c'est par ses coordonnées CT2 et R2, peuvent être considérés dans le nouveau référentiel inertiel R', en translation rectiligne par rapport à R, sous la forme CT2', R2'. D'accord ? Autrement dit, si on note la durée entre les deux événements dans le premier référentiel, qui est la différence des temps, en fait, T2 moins T1, et la longueur R2 moins R1, comparer en fait la durée d'un phénomène et la longueur quand on passe d'un référentiel à un autre. Donc comment on fait pour comparer cette durée, la durée d'un phénomène et la durée d'une longueur d'un référentiel à l'autre. Donc on passe du jeu en fait spatio-temporel CT2' moins T1', pardon, R2 moins R1, et on calcule tout simplement en fait le delta, l'écart, delta x', qui x', c'est pas une dérivée spatiale, c'est x' dans le référentiel R', hein, d'accord, c'est une manière de noter le référentiel, on aurait pu mettre R1, et c'est absolument pas la dérivée de x. Hein. Donc delta x' est égal à delta x moins v delta t sur racine de 1 moins v2 sur c2, moins vt, c'est ça, delta t sur racine de 1 moins v2 sur c2. Delta t' est donc égal à delta t moins v sur c2, delta x sur la racine, je vais pas noter là dans le radical, 1 moins gamma au carré, d'accord? Donc ce sont les mêmes lois, quels que soient les intervalles, donc pour les événements. Alors, une notation très importante en relativité restreinte, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle des quadrivecteurs. Alors, un quadrivecteur, on va le noter, par exemple, le quadrivecteur grand X, ça va être un X avec le petit underscore en dessous. Donc, quand vous avez un X avec un underscore, c'est un quadrivecteur. Ok, donc un quadrivecteur, donc c'est un jeu de coordonnées spatio-temporelles. La première coordonnée, c'est CT, d'accord? C'est vérité de la lumière, T, spatio-temporel, puisque ce quadrivecteur, il a un certain instant T dans le référentiel R, et il est caractérisé également par des coordonnées spatiales, qui sont X, Y et Z. Ok.
Donc on va le noter sous la forme d'un jeu coordonnées CT et R. R étant les coordonnées d'espace. D'accord. On remarque bien que CT est homogène à une coordonnée d'espace, donc c'est un quadrivecteur. En fait, tout ceci est homogène, toutes les coordonnées sont homogènes à des coordonnées d'espace, bien qu'on fait intervenir à travers le produit CT qui est homogène puisque c'est à une distance en mètres, puisque c'est la sérité de la lumière en mètres secondes moins 1, 3,10 puissance 8 mètres secondes moins 1, et T c'est le temps, à l'instant on considère le quadrivecteur, d'accord. Bien. Donc, ça je me suis répété, bon c'est parfait. Donc, que se passe-t-il lorsqu'on passe du quadrivecteur grand X au quadrivecteur grand X'? Tout simplement, on applique la transformation de Lorentz que j'ai explicité dans mes trois premières vidéos sur la relativité restreinte. Et donc, on a grand X', le quadrivecteur grand X' qui est CT', X', Y', Z', qui s'exprime comme étant le produit matriciel de notre transformée de Lorentz, donc dont les coordonnées sont ici, je les ai renotées, bon, sans mettre ce qu'il y a dans le radical. Dans le radical, c'est du 1 moins gamma 2, on a du 1 sur racine de 1 moins gamma 2. Sur la première colonne, moins V sur C sur racine de 1 moins gamma 2, je ne l'ai pas noté, 0, 0 pour troisième... donc troisième ligne, première colonne, puisque effectivement 0, 0, parce qu'on verra que ça ne change pas, X et Y ne change pas. Moins V sur C, racine de 1 moins gamma 2, 1 sur racine de 1 moins gamma 2, 0, 0. Ensuite, troisième colonne, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Donc bon, pas besoin de la connaître par cœur, faut pouvoir la retrouver. Hein, voilà. Donc on a donc notre quadrivecteur X' qui est égal au produit matriciel de notre transformée de Lorentz, d'accord, qui nous permet donc de passer, on a juste besoin de connaître la vitesse de notre nouveau référentiel R', qui, je le répète, est en simple translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel R, d'accord, hein, prenez l'exemple d'un train en déplacement, c'est le nouveau référentiel R', le référentiel R, c'est le référentiel terrestre, hein, sur lequel se déplace le train, ok. Donc, on va définir, on l'avait vu aussi dans la précédente vidéo, la rapidité, hein, comme la tangente hyperbolique de phi, qui est égale à V sur C, d'accord. Donc, on sait que le cosinus hyperbolique de quelque chose, c'est 1 sur la racine carrée de 1 moins ce quelque chose au carré, ok. Donc, en fait, on utilise les jeux d'écriture des fonctions hyperboliques, et le cosinus hyperbolique de phi sera donc égal à 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré. Au miracle, c'est fantastique, ça correspond au coefficient de notre matrice de Lorentz, d'accord. Donc c'est pas pour rien qu'on a choisi ce paramètre tangente phi qui est égal à V sur C. On va le voir tout de suite après. Je l'avais déjà un peu explicité dans la première vidéo sur la relativité restreinte. Ça va nous permettre également de composer les référentiels en déplacement de translation rectiligne les uns après les autres. Autrement dit, on a un premier référentiel R, un deuxième référentiel R', un troisième R seconde. Et on va voir qu'exprimer R seconde en fonction du premier R va être très très simple en utilisant donc ce paramètre de tangente hyperbolique. Ok. Donc en utilisant la tangente hyperbolique de phi qui est égale à V, la vitesse de déplacement de notre référentiel R' par rapport à C, d'accord, on peut réécrire la transformée de Lorentz sous la forme suivante. Hein. On a aussi au passage sinus hyperbolique de phi, sinus hyperbolique donc de V sur C, c'est sérité de la lumière. V, la vitesse de mon référentiel R' est égale à V sur C, le tout divisé par la racine. Je n'ai pas noté qu'est-ce qu'il y a sous la racine. Ben, il y a 1 moins gamma au carré. Okay, donc 1 moins gamma au carré, où gamma vaut V sur C. Voilà. Bon, ça, c'est des choses qui vont rentrer. Vous devez les connaître. À terme, vous allez les connaître par cœur. Vous allez faire des exos sur la relativité restreinte. Okay. Donc, notre matrice de Lorentz, que j'ai noté delta de phi, ouais, c'est un delta, la lorentzienne de phi. Donc, s'écrit donc cosinus hyperbolique de phi moins sinus hyperbolique de phi 0, 0, moins sinus hyperbolique de phi cosinus hyperbolique de phi 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Bon, notez aussi la similitude avec une matrice de rotation, hein, d'accord, on a exactement à peu près les mêmes termes d'une rotation, c'est pas pour rien. Et donc, c'est ça qui est formidable, je vais le mettre en gros, d'ailleurs ce que vous voyez en gros, voilà, on a effectivement ici, à droite, cette formule un peu miracle, magique, qui nous dit que la lorentzienne par rapport à x de phi' multiplié par la lorentzienne par rapport à x de phi est égale à la lorentzienne par rapport à x de phi plus phi', d'accord. Autrement dit, en fait ça va nous simplifier beaucoup les calculs lorsqu'on va utiliser des compositions de référentiels les uns après les autres, d'accord. Et ça, c'est la tangente hyperbolique qui nous a permis de réaliser cette opération. C'est un petit peu pareil,
pour faire une similitude avec les rotations, vous prenez un vecteur dans R3, donc dans l'espace, dans son coordonnées cartésiennes, sphériques, pour quel type de coordonnées, vous faites une rotation de ce vecteur par un premier référentiel, une deuxième rotation. La rotation finale, c'est la somme des rotations. Hein, voilà, c'est à peu près pareil. Alors, quelles sont les conséquences de la transformée de Lorentz? D'accord? Donc, tout d'abord, on va voir ce qu'on appelle la relativité des durées. La relativité des durées, c'est quoi? C'est la dilatation du temps. Alors, en effet, donc j'ai montré en noir là, un référentiel R. On a notre référentiel R' en bleu, qui est en translation rectiligne uniforme par rapport à notre premier référentiel R. D'accord? Ce référentiel, donc, donc on va caractériser des événements. D'accord? Un premier événement E1 caractérisé par un temps T1 et une abscisse X1. Un deuxième événement E2 qui va avoir lieu plus tard, mais qui va avoir lieu à la même abscisse X1. On voit qu'il est caractérisé par un temps T2. Mais ce deuxième événement a lieu à la même abscisse. Donc E1 et E2 se produisent au même point dans R. Donc pardon, E2 et E1 se produisent au même point dans R. Ok. Donc, on prend par exemple l'exemple de la production et de la désintégration d'une particule, d'accord? Donc, T2 moins T1 est égal à delta T, X2 moins X1 est égal à delta X est égal à 0 par hypothèse, hein, c'est-à-dire le moment où en fait la particule va être désintégrée, c'est le moment où coïncide avec spatialement, hein, avec l'endroit où elle se crée, d'accord? Donc, on a ensuite, donc on applique la formule de Lorentz qui nous donne le nouveau temps dans le nouveau référentiel, delta t' qui est égal à 1 sur racine de 1 moins gamma au carré, hein, puisque gamma c'est V sur C, fois delta t moins V sur C au carré delta X. Mais delta X est égal à 0 puisque notre particule s'intègre, se crée, se désintègre au même point de l'espace. Donc dans R', ce delta t' devient en fait delta t divisé par la racine carrée de 1 moins gamma au carré. Ok, gamma égale V sur C. Donc dans le référentiel en mouvement, la durée du phénomène peut s'exprimer sous la forme 1 facteur fois delta t. Ce facteur c'est 1 divisé par racine de 1 moins gamma au carré, et ce facteur est supérieur à 1. D'accord? Autrement dit, delta t' est supérieur à delta t. Pour des événements qui sont caractérisés par une même composante spatiale x. D'accord? Donc, conclusion, dans le référentiel grand R où delta x égale 0, le temps est plus court que dans le référentiel R' en mouvement. Delta t est le temps propre qui est associé à un intervalle d'espace nul. On l'appelle tau. Hein. Donc, delta t, c'est égal à delta tau qui est égal à tau. C'est le temps en fait le plus court pour un intervalle d'espace. C'est le temps le plus court pour un intervalle d'espace sur un temps donné. Alors, j'ai pris un exemple qui est l'exemple d'une source lumineuse, d'accord? On va considérer une source lumineuse, on va considérer qu'on est au bord d'une rivière, d'accord? Et que ce sont les deux bords des rivières, et qu'on a un faisceau qui envoie une source lumineuse, d'accord? Bon, c'est un miroir, mais c'est l'autre côté de la rivière, et qui réfléchit, d'accord? La distance de la rivière ici est vaut L sur 2. Okay, autrement dit, l'aller-retour, c'est grand L. Okay, on va considérer un référentiel R', c'est-à-dire un observateur qui est sur un bateau, d'accord, qui se déplace à une certaine vitesse V, hein, d'accord, parallèle à la rive, hein, d'accord, en translation rectiligne. Alors pour cet observateur, en fait, pendant que la personne restait au bord de la rive envoie le faisceau lumineux, donc qui est à la vitesse de la lumière, cet observateur se déplace. Il se déplace d'un temps delta t'. Que vaut ce temps delta t'? Donc ce temps delta t', c'est égal à la vitesse, où est-ce que je l'ai mis? Oui, voilà, V delta t, c'est égal à L sur 2, non, c'est égal à V delta t sur 2. Ok, donc delta t', pardon, excusez-moi, très bon. Delta t', en fait, c'est le facteur de Lorentz, d'accord, donc 1 sur racine de 1 moins gamma au carré, fois delta t, d'accord, delta t étant le temps qui s'écoule entre le moment où la source émet le photon lumineux et le moment où le photon lumineux revient, d'accord, on mesure cet intervalle de temps delta t. Bien, par ailleurs, donc là, on s'aperçoit qu'on a en fait entre le moment où le photon était la source lumineuse, donc
part et la source lumineuse revient, notre observateur resté donc dans le bateau donc a effectué un certain déplacement. D'accord, ce déplacement, faites les calculs, je ne pas, mais on a donc du L sur 2 au carré. Donc ce côté-là plus ce côté-là, on applique Pythagore, plus ce côté-là en fait c'est le déplacement c'est V delta t sur 2. Donc puisque le bateau se déplace à la vitesse V, donc la distance parcourue ici c'est V delta t. Voilà, j'ai eu l'ambiguïté tout à l'heure. Donc, au carré est égal à quoi? Est égal en fait à l'hypoténuse, donc puisqu'on applique du Pythagore. C'est donc du c carré delta t plus carré sur 4. Donc, on en déduit donc ce qu'on en a à déduire, c'est que, bon, sachant que L sur c est égal à delta t, est égal à 1 sur racine de 1 moins gamma 2 delta t sur delta t, dans le référentiel en mouvement, la durée du phénomène est plus longue que dans le référentiel fixe. Voilà. Donc, les durées ne sont pas les mêmes suivant les référentiels en mouvement. Voilà. Donc maintenant, on va voir un autre exemple de relativité de la simultanéité. Ok. Donc, on considère deux événements simultanés dans un référentiel R' en mouvement. On prend par exemple l'exemple du train R' qui se déplace à la vitesse V par rapport au quai de la gare, qui lui va définir le référentiel grand R. Ok. Donc, un signal lumineux est envoyé dans le train R' simultanément. Donc, il y a un signal qui va partir simultanément par le wagon de queue, c'est-à-dire ici, en direction du milieu du train, et par la locomotive, d'accord. Donc, on va considérer que ces faisceaux vont se croiser au milieu, et qu'on appellera cet endroit où ils se croisent, c'est la position x' égale 0. D'accord. Ils vont se croiser à un instant que l'on définira à l'instant 0, donc t' égale 0, dans le référentiel du train. On a O' qui coïncide avec O, donc O' étant la position du point où les faisceaux se croisent pour un référentiel en mouvement, et O étant la position du point où les faisceaux se croisent, donc qui coïncident pour un observateur resté sur le quai. Ok. Donc quand R et R' coïncident, donc comme R et 1' coïncident par hypothèse, donc les deux faisceaux se croisent en t' égale 0. Si le train a une longueur grande L, d'accord, donc le faisceau doit être émis à l'instant t1' moins grand L sur 2c, puisqu'on considère les instants négatifs à un instant antérieur, puisqu'on considère l'instant t', c'est l'instant où les faisceaux se croisent. Donc ils ont été émis à un instant antérieur, cet instant intérieur d'émission est donc égal à moins la distance sur 2c, puisque c'est la moitié de la distance en fait que nécessite la lumière pour parcourir la moitié du wagon. Ok. Donc pour parcourir L sur 2 par la lumière doit donc être envoyée avant pour qu'à t égale 0, ils se croisent, ils soient émis en même temps. Donc on a t1' qui est égal à moins grand L qui est la longueur du wagon, divisé par 2, moins L sur 2 puisqu'on est à la moitié du wagon, ils se croisent, et donc sur C, puisqu'il se déplace à la vitesse de la lumière, le faisceau lumineux. Donc on a t1' qui est égal à t2'. Donc on parle d'événements simultanés dans le référentiel du train, ok. Dans R', on a delta x' qui est égal à grand L et delta t' qui est égal à 0. Donc, que se passe-t-il dans R? Donc, que vaut l'intervalle de temps delta t qui s'est écoulé pour un observateur qui n'est pas dans le train, dans le wagon, mais qui est resté ici, sur le quai, et qui a observé l'événement, d'accord, qui a observé la durée. Ok, mais on applique la transformation de Lorentz, bon, à l'inverse, d'accord, et on se laisse guider. Donc on a delta t d'après Lorentz qui vaut 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré, delta t', cette fois-ci plus v, puisqu'on considère que on considère R qui est en déplacement par rapport à R', mais non pas R' par rapport à R, donc algébriquement plus v sur c carré delta x'. Ok. Donc, transformé de Fourier inverse, je le note, on remplace v par moins v. Mais on sait que delta t, c'est v delta x' sur c racine de 1 moins v carré sur c carré, et donc égal à gamma v sur c carré grand L, qui est strictement positif. Ok. Delta x' égale grand L. Je rappelle que gamma, c'est le facteur, donc 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Donc, des événements simultanés dans le référentiel R' ne le sont pas dans le référentiel grand R. R' étant le référentiel du train, R le référentiel dit du quai. Donc, dans R, le signal de la locomotive a été émis après celui du wagon de queue, et c'est ce que nous donne la transformée de Lorentz. D'accord? Donc, on va avoir T2 qui est supérieur à T1. Le signal de la locomotive est postérieur à celui du wagon de queue, et donc E2 l'événement E2 va être visualisé par l'observateur resté sur le quai avant l'événement E1. D'accord? La différence de temps T2 moins T1 étant strictement positive, le train venant de la gauche, la locomotive a moins de chemin à parcourir, donc mon signal est émis après.
Ok? Bien. Maintenant, on va évoquer la contraction des longueurs. Alors, pour évoquer cette contraction des longueurs, on va prendre l'exemple d'une règle de longueur L0, ok, immobile. Alors, on considère une règle de longueur L0. Dans le référentiel grand R, ben, on va évaluer sa longueur comme étant la différence d'abscisse x2 moins x1, et la différence de temps qui s'écoule, c'est t2 moins t1 égale 0. On applique Lorentz, on va avoir x1' qui est égal à gamma x1 moins vt, x2' qui est égal à gamma x2 moins vt2, ok. Et donc la longueur de la règle dans le référentiel R', qui est, je le répète, vous le savez tout maintenant par cœur, en mouvement rectiligne uniforme par rapport à R, condition sine qua non pour pouvoir appliquer la transformation de Lorentz, x2' moins x1' est égal à L0 qui est égal à gamma de x2 moins x1. Autrement dit, on va avoir la différence, la longueur de la règle qui est égale à la longueur initiale dans le référentiel grand R multiplié par le coefficient gamma. Ok. Donc la longueur que je mets sur grand L, vaut racine de 1 moins v carré sur C2, donc il est gamma fois grand L0, et ceci c'est plus petit que L0. Autrement dit, et c'est là le paradoxe, c'est extraordinaire avec cette transformation de Lorentz pour des vitesses très proches de la lumière, c'est que dans un référentiel qui voit passer la règle, la longueur est plus petite. Ok. Donc dans un référentiel où l'objet est au repos, il a une longueur, c'est la longueur la plus longue. Dans grand R, la règle bouge car R' se déplace par rapport à R à la vitesse V. Hein, d'accord. Maintenant, on prend de manière identique l'image en fait d'une particule, enfin l'exemple d'une particule, le pion que j'avais évoqué dans mes 2 premières vidéos, je crois, sur la relativité restreinte, qui se déplace donc ce pion à la vitesse V, à vitesse V dans un référentiel donc R' par rapport au référentiel R. Dans le référentiel R', la durée de vie de notre particule, ça va être par exemple T' égale tau, okay, son temps propre de vie. Mais dans R, le T va être égal à 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré, tau. V étant la vitesse de déplacement de la particule. Ok. Donc ceci est supérieur à tau, puisqu'on a au dénominateur une racine qui est légèrement inférieure à 1, on soustrait à 1, donc on a un nombre 1 sur quelque chose qui est divisé par quelque chose qui est un peu plus petit que 1, c'est quelque chose qui est supérieur à 1. Donc dans grand R, le pion va parcourir une distance, grand L égale V fois T, qui est égal à V fois tau sur racine de 1 moins V carré sur C2. D'accord. Donc dans R', la distance parcourue sera L' égale donc le facteur de Lorentz multiplié par gamma. L'inverse du facteur de Lorentz multiplié par gamma, puisque c'est racine de 1 moins V carré sur C carré. Et donc il y a contraction des longueurs. Donc le pion pi dans son référentiel vit moins longtemps, mais parcourt une distance plus courte. Ok. Donc le pion va à la vitesse V, donc on a V qui est égal à L sur tau, qui est égal à L' sur tau. Voilà. Enfin, on va prendre un dernier exemple, avant de passer à un autre chapitre, mais je pense que je m'arrêterai là pour cette vidéo, c'est l'exemple de l'avion qui traverse l'Atlantique, d'accord. Donc on a vérifié expérimentalement, par exemple, vous faites Nice-New York en 6 heures, donc delta T est égal à 6 heures pour un observateur qui est placé dans le référentiel R de la Terre, qui n'a pas pris l'avion, mais qui reste les pieds cloués sur le sol de la Terre. R', on va considérer que c'est le référentiel de l'avion. Donc dans l'avion, votre temps propre va être calculé sous la forme donc, des équations de Lorentz, des transformations de Lorentz. Delta tau est égal à racine de 1 moins V carré sur C carré multiplié par 6 heures. Okay. Donc vous allez mettre moins de temps. Mais on va le quantifier maintenant ce moins de temps, à quoi ça correspond. On va considérer que notre avion se déplace à 1000 km/h, autrement dit à Mach 2, 2 fois la vitesse du son. Alors le rapport V sur C, qu'est-ce qu'il vaut? V, donc 1000 km/h. Là j'ai mis une petite erreur, 1000 km/h, 3000. Bon, j'ai pris un facteur 3, pareil, 10 puissance 2 mètres secondes. La vitesse de la lumière, c'est du 3 10 puissance 8 mètres secondes. En ordre de grandeur, on est sur de l'ordre de 10 puissance moins 6. Autrement dit, le rapport entre la vitesse de l'avion et la vitesse de la lumière, c'est 10 puissance moins 6. Donc, c'est même pas un millième fois 3, un 10 millième, un 100 millième de la vitesse de la lumière. D'accord? Un 10 millième, pardon. Donc, V carré sur C carré, c'est 10 puissance moins 12. Quand vous allez soustraire 10 puissance moins 12 à 1, c'est-à-dire 1 moins 10 puissance moins 12, autant dire que c'est égal à 1, d'accord? Donc, vous voyez que le temps que vous avez gagné n'est pas visible. L'effet relativiste, même pour une vitesse
d'un avion, c'est quelque chose qui est complètement imperceptible, d'accord. Bon, par contre, objectivement, réellement, et ça a été mesuré avec des horloges atomiques, bon, il y a eu des expériences qui ont été faites avec des horloges au césium, etc., avec des avions qui tournaient non pas sur 6 heures, mais qui tournaient en sens inverse de la Terre pendant 24 heures, et il y avait des différences imperceptibles. Donc, ce qui démontre bien, enfin, pas expérimentalement, ce qui a été corroboré, je dirais, expérimentalement, mais la théorie nous dit que, effectivement, le trajet est plus court. De quoi? De 1 sur racine de 1 moins 10 puissance moins 12. Voilà. Donc, je pense que j'aborderai dans la prochaine vidéo l'espace-temps, les quadrivecteurs. Voilà.